C'est une grève qui est à la fois irresponsable et injuste. Injuste effectivement parce que ce sont toujours les Français, les classes moyennes et les classes populaires qui vont trinquer, encore une fois, qui sont pris en otage par les professionnels de la grève. Et puis surtout, c'est irresponsable parce que savez-vous que une grève de la SNCF coûte 20 millions d'euros. Un jour de grève coûte 20 millions d'euros à l'État et donc aux Français. Donc à l'heure où tout le monde doit faire des sacrifices et des économies, franchement, les grévistes devraient bien en prendre de la graine d'une certaine façon. Karima. Montrer l'exemple. Exactement, on a envie de dire montrer l'exemple parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se faire le chantre d'une politique de rigueur, d'une austérité budgétaire, de diminuer les dépenses, les dépenses publiques, les dépenses sociales qui vont coûter aux Français et puis dans le même temps de bénéficier de largesse. Il devrait au moins faire un effort, c'est-à-dire au moins baisser les indemnités qui sont recouvertes par ce décret. Ça me paraît être la moindre des choses, d'autant plus quand on se fait le chantre de la rigueur à longueur de temps sur les plateaux de télévision. Monsieur dit ou cette tentative de cesser le feu. Bien sûr, parce que le Qatar se rend compte qu'avec le Hamas, il est impossible de faire la paix et que de toute façon, tant qu'il y aura le Hamas, tant que le Hamas sera présent à Gaza et sera aussi puissant à Gaza, il n'y aura jamais de paix dans ce conflit au Proche-Orient. Et donc effectivement, on a une pensée pour les familles des otages, pour les otages aussi également. 400 jours, c'est quand même énorme, dans des conditions effroyables. On pense évidemment aux familles qui ont probablement encore un peu d'espoir qu'ils puissent revenir. Donc à un moment donné, ça suffit, il faut que le Hamas libère les otages. Les otages doivent rentrer à la maison le plus vite possible. Il faut que cette guerre s'arrête. Mais tant qu'il y aura le Hamas, il sera impossible aujourd'hui de faire la paix, malheureusement. Et on comprend bien du coup pourquoi Israël continue à mener cette bataille face au totalitarisme islamique dans la région qui est incarné par le Hamas notamment. Direction les États-Unis, Audrey. La victoire de Donald Trump soulage les passionnés d'armes. Oui, le second amendement qui autorise qualifiable et surtout ça s'inscrit dans un continuum où justement on se dit de plus en plus si en Europe on continue comme ça à banaliser l'antisémitisme dans le discours politique, alors effectivement on va revenir vers le tragique de l'histoire, c'est-à-dire les années 30-40 avec un antisémitisme débridé qui a pu avoir lieu dans les années 30-40 en Europe. Là, parce que quand même il faut rappeler, il y a Amsterdam, on se rappelle aussi de Stockholm il y a quelques mois avec l'organisation de l'Eurovision notamment, où on voit cela. Et puis en France, les actes antisémites ont été multipliés par 300%. Donc on a véritablement un climat. Et ce climat-là, aujourd'hui, il est de plus en plus de personnes de confession juive, de plus en plus d'artistes aussi de confession juive le disent. LFI crée un climat d'antisémitisme par justement son antisionisme acharné sur la question israélo-palestinienne, puisque eux considèrent effectivement quasiment que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé ce jeudi à Amsterdam, ce n'est que justice pour le peuple de Gaza et pour le peuple palestinien. Or, il ne s'agit pas de cela. Et puis après, vous avez ceux qui, à la France insoumise, banalisent ces actes-là en parlant d'hooligan. Moi, je suis le foot depuis longtemps. Le hooliganisme dans le foot, notamment les années 80 en Angleterre, il faut voir ce que c'était, le hooliganisme. Là, on n'est pas du tout dans cela. On est face à des supporters... Pas des supporters. Non, justement, des délinquants qui ont agressé des supporters du Maccabi Tel Aviv, parce qu'ils sont juifs, et justement pour cela. Et donc, effectivement, au regard de sa fonction, Madame la députée doit effectivement des comptes, et il y en a marre que ces gens-là puissent propager un discours de haine sans en subir les conséquences. Donc, effectivement, Bruno Retailleau a raison. Alors après cette députée Émeric Caron, je voudrais vous faire réagir sur justement la réponse de notre ami Arthur, que vous connaissez tous évidemment. La France a effectivement beaucoup plus de professeurs qu'en Allemagne. On a plus de 100 000 professeurs de plus qu'en Allemagne, alors qu'ils ont plus d'élèves que nous. Donc c'est à se demander ce qui se passe chez nous. Et pourtant, on n'arrive pas à mettre un professeur dans chaque classe. Cela signifie une chose, c'est que la problématique de l'éducation nationale, mais comme un certain nombre de services publics, ce n'est sûrement pas une question de moyens, c'est une question d'affectation des ressources. La France dépense 11% de son PIB dans l'éducation, c'est le même niveau que l'Allemagne, et pourtant les résultats de nos élèves sont moins bons, les professeurs sont moins bien payés, et on a moins de professeurs en face des élèves par classe. Donc ça pose la question, qui est la suivante, il faut réformer le ministère de l'Éducation nationale en profondeur, une réforme structurelle. Qu'importe ce qu'en pensent les syndicats, Nicolas Sarkozy a raison d'aller en ce sens. Il faut absolument une réforme de l'éducation nationale d'ampleur pour juste que ce soit en primaire, au secondaire et même dans l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale crève de la bureaucratie et de la suradministration, ainsi que même de toutes les idéologies néfastes qui ont été introduites à l'école depuis un certain nombre d'années, l'égalitarisme ou encore le pédagogisme. Alors, on va continuer à parler enseignement. Je vous ferai réagir, Karima, puisque Élodie Richard est avec nous. On va parler de Patrick Hetzel, qui publie une tribune chez nos confrères. Ouais. Mathieu. Oui, et puis même plus globalement, au-delà du sujet sur la cohabitation entre les cyclistes et les piétons,
qui comprend une carte de la circulation de la ville de Paris. On ne comprend absolument rien. On a effectivement, au côté voiture, il y a des zones qui sont limitées à 30, d'autres à 50, etc. On ne comprend pas. Ensuite, après, on a ces ZTL, donc la fameuse zone de quelques arrondissements du centre de Paris où la voiture est désormais, depuis lundi dernier, interdite pour la plupart des gens. Et donc, effectivement, les gens, et notamment les franciliens, parce que ce sont plutôt les franciliens et non les parisiens qui, justement, sont pénalisés par les décisions d'Anne Hidalgo en la matière, sont véritablement pénalisés dans leur accès à la ville. Et derrière la pénalisation du transport et de la mobilité des gens, c'est tout l'accès aux services publics essentiels, l'accès à la culture qui est pénalisé et qui est justement qui sont les victimes de la politique de la ville de Paris notamment. Audrey, demain, nous sommes le... C'est d'un point de vue électoral, les élections législatives ont marqué un triple nid, c'est-à-dire ni Macron, claque électorale et pire claque électorale pour un parti présidentiel, ni Mélenchon, parce que le nouveau Front populaire n'a pas augmenté son score entre les européennes et les législatives, et ni Bardella également sur l'entre-deux tours, entre le premier tour et le second tour. Donc Jordan Bardella, qui incarne, on va dire d'une certaine façon, la volonté de rupture face à l'impuissance publique, doit affronter ce refus des électeurs de ne pas lui avoir confié les clés de Matignon. Le deuxième point, c'est ce qu'a rappelé Élodie, c'est l'échec du plan Matignon, donc c'est l'organisation interne au Rassemblement national. Ils y travaillent, mais ils ont encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis le troisième point, c'est d'être aujourd'hui englué dans la stratégie parlementaire du Rassemblement national, parce que le Rassemblement national aujourd'hui veut incarner une opposition tout en étant d'une certaine façon le juge de paix du gouvernement actuel. Et donc face à cette difficulté-là de positionnement, c'est difficile de pouvoir imprimer dans le débat public, d'incarner l'opposition aujourd'hui au gouvernement dans le débat, dans l'opinion des Français. Vous attendez à quoi, Mehdi Saïdi? Ça ne pourra pas durer. Et c'est ça l'important. Et c'est là où, justement, quand vous regardez l'ensemble des sondages sur les personnalités politiques préférées des Français, vous remarquez une chose, c'est souvent Jordan Bardella et Gabriel Attal qui trustent les premières places. Pourquoi ? Parce qu'ils incarnent, aux yeux des Français, d'une certaine façon, la volonté de rupture face à l'impuissance publique. Le fait qu'effectivement, la politique migratoire soit hors de contrôle aujourd'hui parce que l'État, les responsables politiques, ne pourraient rien changer. Le fait que les pouvoirs politiques, aujourd'hui, ne peuvent pas avoir d'impact sur le pouvoir d'achat des Français, l'impact direct. Le fait que l'Union européenne nous bloque sur un certain nombre de sujets, l'industrie, l'agriculture ou l'énergie. Et donc, effectivement, ces personnalités-là, en tout cas, incarneraient une certaine volonté de rupture avec cette forme d'impuissance publique. Gabriel Attal, de manière, par rapport à ce qu'il a fait notamment avec l'abaya au ministère de l'Éducation nationale, et Jordan Bardella par son discours, puisque lui n'a jamais encore eu l'occasion de gérer un exécutif. Ensuite, après, vous parliez de l'élection de Donald Trump. Donald Trump est élu également sur le même motif. Le fait que lui peut changer la vie des Américains, peut changer la vie de cette Amérique profonde également. Mais la différence que Donald Trump a avec le Rassemblement national, c'est que Donald Trump, lui, a déjà changé la vie des Américains, notamment lors de son premier mandat. Il suffit de prendre un exemple marquant, un chiffre clé. Le salaire moyen des Américains horaires net en 2016 était de $20. Il est passé à $26. Un gouvernement en France qui pratiquerait quelque chose comme ça serait une révolution, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, nous, depuis 2017, les Français s'appauvrissent. Donc, il faut effectivement voir ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis pour voir effectivement si des partis de droite peuvent également porter ces aspirations-là et effectivement vont vaincre l'impuissance publique et justement le fait que les décideurs publics n'ont plus de prise aujourd'hui sur la vie des gens. Alors, je regarde, et Olivier aussi, notre écran de contrôle. Pourquoi aujourd'hui le Rassemblement national, effectivement, comme vous le disiez, Amine, a changé de discours et a repris les thèses de la droite? C'est parce que les électeurs du Rassemblement national ont changé véritablement. Le Rassemblement national, il faut voir aussi ce que c'est en termes de sociologie électorale. Il y a toujours eu, on va dire, deux grandes lignes au Front national puis au Rassemblement national. Le RN du Nord et le RN du Sud, qui se mobilisent sur des thèmes qui sont différents. Sur les thèmes donc, du RN du Nord, incarnés pour le coup par Marine Le Pen, puis aussi également à un moment donné par Florian Philippot, on était véritablement sur le discours souverainiste, le discours, ce qu'on appelait après le marinisme, donc le discours souverainiste, le discours justement contre la désindustrialisation, contre le grand déclassement économique, justement le fait de parler aux classes populaires. Et c'est ce qui avait d'ailleurs permis au Front national de passer d'un parti de Jean-Marie Le Pen autour de 10, 12, 15% maximum
à un grand parti de plus de 20%, et donc de se qualifier systématiquement au second tour de l'élection présidentielle à partir de 2017. Donc ça, c'est la première mutation électorale. La deuxième mutation électorale du Rassemblement national, c'est après, sous l'ère Emmanuel Macron, après 2017. On voit que le Rassemblement national est allé chercher de nouveaux électeurs pour passer des 20-22% que faisait Marine Le Pen en 2017 à 30-35% maintenant quasiment au premier tour. Il est allé aspirer les électeurs de droite, effectivement, qui ne se sont plus ressentis représentés par ce qui est devenu les Républicains. Et donc, de fait, ce qui se joue aujourd'hui pour le Rassemblement national, c'est d'être capable de concilier cette ligne-là, une ligne populaire, souverainiste, on va dire, incarnée par maintenant Monsieur Tanguy, le député Tanguy, ce qu'on pourrait appeler le RN du Nord, et une ligne plus identitaire et plus libérale, qui est la ligne aujourd'hui qu'avait portée Marion Maréchal en 2015 aux élections régionales, et qui est maintenant une ligne qui est beaucoup plus parisienne d'une certaine façon, et plus globalement plus libérale. Et donc c'est aujourd'hui, et que Jordan Bardella, dont on a souvent dit que Jordan Bardella pouvait en être l'incarnation. Et donc lui, il essaye de faire la synthèse entre les deux pour effectivement porter une offre politique qui puisse faire plus de 30% au premier tour d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative. Ensuite, après, la dernière question qui se posera, c'est comment rassembler plus de 50% des Français. Et là, c'est encore un autre sujet. Alors,